7 avril 1929, Graillan et l'Hôpital, petite localité littorale de la Gironde, au nord de Bordeaux. C'est là que naît Robert Denard. Il est le fils d'un ancien militaire des troupes coloniales françaises qui a vécu en Extrême-Orient, en Chine plus précisément, Léonce Denard, et d'une mère qu'il a adorée par-dessus tout. Mon père, il le respectait, et ma mère, il fallait pas toucher, quoi. Un jour, je sais qu'il avait agressé ma mère. Et à ce moment-là, moi j'ai eu rouge. Je devais avoir 12 ans à cette époque-là, 12-13 ans à peine, quoi. Et je savais ce que c'était qu'un fusil, je l'ai embraché. J'ai tiré un coup en l'air, j'ai remis une cartouche, et j'ai dit si tu touches une fois à ma mère, je te tue. Et mon père s'est mis à genoux et il m'a demandé pardon. Étant donné que Clint Eastwood a racheté il y a longtemps les droits de cette histoire incroyable, mais que le film n'a toujours pas vu le jour, je me suis permis, à mon petit niveau, de corriger le tir. Aujourd'hui, je vais vous présenter un homme qui a trempé dans toutes les sales guerres et opérations de la République française, les coups de force les plus secrets, qui ont permis aux présidents et gouvernements successifs de maintenir le précaré africain et l'influence de la France dans le monde, durant cette période extrêmement troublée de la guerre froide. Cet homme, qui connaît les arcanes et les coulisses les plus officieuses du pouvoir, prendra des noms divers, opérera sur des théâtres d'opérations aux quatre coins du monde et conclura ses aventures en devenant le dirigeant craint et respecté d'un pays tout entier. Dans sa vie, il naît chrétien, mais se convertira pour épouser ses nombreuses femmes successives au judaïsme puis à l'islam. Un destin impressionnant et incroyable. Mais ce que nous allons présenter aujourd'hui n'est pas seulement l'homme, car cela a déjà été fait et refait, mais bel et bien les opérations et missions effectuées par Robert Denard et ses hommes, parfois au nom de la France, mais souvent pour des intérêts privés. En octobre 1945, à l'âge de 16 ans, Robert Denard s'engagera dans la marine et se portera plus tard volontaire en Indochine en tant que matelot de seconde classe. Il est alors promu quartier-maître dans les fusiliers marins en 1952, lorsque, après une forte altercation dans un bar, il quitte l'armée car il veut son indépendance et ne supporte pas certaines hiérarchies. Il accepte alors une place de conducteur d'engin et de mécanicien au Maroc, alors protectorat français. Peu après, il rejoint les forces de police de cet État et est accusé d'avoir participé à un complot afin d'assassiner le célèbre président du Conseil de l'époque, Pierre Mendès France, issu d'une vieille famille d'ascendance séfarade judéo-portugaise du nom de Mendes de França, originaire de Bordeaux. Pour cela, il passera 18 mois en prison. Une vie qui commence donc pour Robert Denard dans la violence. Jeune, il se montrera politisé et fermement anticommuniste, ce qui expliquera nombre d'événements au début de sa vie. Il va intervenir dans de nombreux conflits post-coloniaux que nous allons tous voir dans le détail, en ces années où la France, d'après la Seconde Guerre mondiale, se retrouve extrêmement secouée par la reprise en main de son immense empire colonial. De même, la nouvelle donne internationale marquée par l'affrontement des blocs et la guerre froide va conditionner la nécessaire adaptation du pays et de sa politique internationale du fait de son occupation par les Allemands et de la perte de puissance et de prestige inhérente à cela. La France se retrouve donc dans l'obligation, particulièrement en Afrique, de mettre en place une nouvelle position politique et militaire basée sur le maintien d'une présence dans des territoires stratégiques pourvus de matières premières indispensables à son développement industriel, voire nucléaire. Dans le monde post-1945, la décolonisation est devenue la norme qu'imposent les deux superpuissances, URSS et États-Unis, mais la plus grande partie des Européens refusent nettement cette perte d'influence, particulièrement sur le continent africain, ce qui va provoquer de très nombreux conflits d'intérêts aux quatre coins du monde. Dans ce désordre général, Robert Denard trouvera là un terrain propice à une activité qui va parfaitement convenir à son mode de vie et à ses convictions personnelles et qui, encore aujourd'hui, se montre indispensable aux États afin de maintenir une présence et une influence économique non officielle dans certaines parties du monde, le mercenariat. Mais qui sont les mercenaires ? Cette activité est très ancienne puisqu'elle date de l'Antiquité.
La puissante Carthage, ennemie légendaire de Rome, utilisait énormément de mercenaires pour constituer son armée, ce qui causa en partie sa perte. De même, à la Renaissance, dans le cadre des prospères cités-États commerçantes de l'Italie du Nord, les condottieri, c'est-à-dire des mercenaires, étaient largement employés par les petits États rivaux comme Milan, Florence, Mantoue, etc. Dans les guerres géopolitiques et économiques pour la domination du nord de la botte, les condottieri sont devenus une pièce maîtresse de la politique des États italiens du Quattrocento. Ces forces d'appoint rémunérées à chaque opération et à qui l'on peut demander toutes les missions étant donné qu'elles sont secrètes, sont très utiles pour les États du monde entier, à toutes les époques et jusqu'à aujourd'hui. Le destin de celui que l'on va bientôt surnommer Bob Denard va commencer. Dans cette vidéo, nous ne ferons pas comme tous les documentaires qui survolent les événements et se concentrent sur les caractéristiques du personnage. Au contraire, nous allons voir toutes ces opérations dans le détail, menées par Denard et ses hommes, dans ce monde post-colonial où l'affrontement idéologique entre monde communiste et monde capitaliste aura sa place, mais n'expliquera pas tout et de loin. Les politiciens qui commanditent ces missions ne sont habités, tous, que par un seul idéal, celui de préserver des intérêts économiques, quitte à réduire des régions entières en cendres. Nous allons commencer par une région du monde où pour Robert Denard, tout a commencé. La très riche province du Katanga, au sud de la République démocratique du Congo, ancien Zaïre. En 1961, la situation au Congo est très tendue. Une indépendance qui n'en a que le nom a été octroyée l'année précédente à la majorité des pays de ce qu'on appelle alors l'Afrique noire. La région sécessionniste du Katanga a déclaré son indépendance et se détache de l'ancienne immense colonie belge qui fait 80 fois la taille de son ancienne métropole. Pour beaucoup, cette région exceptionnelle est tellement riche en minerais de cuivre, en or et en diamants que les experts parlent d'anomalie géologique. Elle attise donc la convoitise de tous, Belges qui soutiennent la sécession katangaise, Français qui cherchent à étendre leur précaré, et bien sûr les États-Unis et l'URSS qui cherchent à prendre sournoisement le relais des Européens en Afrique. Le Katanga devient donc le centre névralgique de la politique internationale des grandes puissances en Afrique. Le pays se divise et rentre dans une guerre civile horrible qui n'a toujours pas pris fin aujourd'hui. Et voilà qu'à l'aéroport de Brazzaville, dans l'ex-Congo français voisin, en cette année 1961, atterrit dans une chaleur moite un personnage charismatique qui démarre tout en bas de la hiérarchie militaire, le français Robert Denard, qui va trouver dans cette région d'Afrique rien de moins que son destin. Denard avait auparavant pris contact en France avec les services de renseignement. Il était dorénavant relié au réseau de Jacques Foccart, l'homme de l'ombre de la France en Afrique. Arrivé au Congo, il rencontre l'abbé Fulbert Youlou, l'homme de la France et dirigeant du Congo-Brazzaville, qui va lui donner le laissez-passer nécessaire pour atteindre le Katanga. Il prend alors un avion pour Élisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, capitale de la province. Arrivé dans cette ville cosmopolite, il y découvre une région qui semble toujours administrée par les Belges. Ceux-ci sont encore très nombreux sur place et tiennent à préserver les intérêts de leur royaume dans la région. Le cuivre est la richesse la plus prisée du Katanga, qui en est le premier producteur mondial. Les journalistes du monde entier attendent les forces de l'ONU qui doivent arriver pour mettre au pas la province révoltée. Sur place, plusieurs Belges des services de renseignement surveillent Robert Denard. C'est Bernard Cazenave, chef d'escale de l'Union aérienne de transport, qui est le contact de Denard sur place. Il lui obtient un rendez-vous avec Godefroy Monungo, ministre de l'Intérieur de Katanga. Il est le descendant du roi Misiri, qui fut grand maître du Katanga et trafiquant d'esclaves au siècle dernier. Avec Moïse Tshombe, homme fort du régime surnommé bientôt Monsieur Tiroir-Caisse,
ils ont fondé en février 1957 la CONACAT, Confédération des associations katangaises. Aujourd'hui, Monungo pousse Tshombe à tenir tête au gouvernement central du Congo, aux forces de l'ONU et au monde entier s'il le faut. Craignant que le ministre ne se méprenne sur les raisons de sa démarche, Denard lui explique qu'il est venu en Afrique pour participer à la mise en route du Congo en tant que policier. « La police » s'exclame Monungo. « Mais ce n'est pas possible, cher monsieur Denard. Vous oubliez que, malgré notre sécession, nous sommes toujours, de fait, sous la tutelle des Belges. » Déjà, ils ont vu d'un mauvais œil l'intrusion des officiers français que nous a amené le colonel Trinquier. Ils ne toléreront jamais un Français dans notre administration. Trinquier est l'homme de Paris au Katanga et un envoyé personnel de Pierre Messmer. Sans reprendre son souffle, le ministre lui explique qu'il ne faut pas plus compter aller au Kasaï, région au nord du Katanga. Selon lui, le roi Albert Kalandji, roi autoproclamé du Sud Kasaï, va succomber sous peu à la pression des troupes de l'armée nationale congolaise. D'ailleurs, Monungo précise que Kalandji a déjà recruté quelques militaires français. Denard pense à ce moment-là que c'en est déjà fini de ses rêves de coopération, lorsque souriant, Godefroy Monungo lui annonce qu'il lui serait en revanche possible de contracter un engagement au titre de volontaire étranger dans la gendarmerie katangaise. Le ministre n'a pas prononcé le mot de mercenaire, Denard apprécie la nuance. De policier à gendarme, il n'y a qu'un pas que saute avec plaisir Robert Denard, qui accepte aussitôt la proposition. Monungo va expliquer le Katanga à son nouveau collaborateur et précise que le Nord est contrôlé par les tribus Baluba qu'il veut voir collaborer avec Tshombe et lui-même. Du coup, Monungo oriente Denard vers son homologue de la défense, Joseph Yave. C'est le 15 février, juste après l'entrevue, que Monungo annonce la mort de Patrice Lumumba, personnage numéro 1 au Congo. Selon le ministre de l'Intérieur, l'ancien chef du gouvernement est décédé 8 jours plus tôt, alors qu'il tentait de s'évader de la prison de Tisville, au Katanga, où il aurait été transféré. Mais la réalité, nous l'apprendrons par la suite grâce à des fuites, est tout autre. Lumumba, Maurice Mpolo, son ministre de la Défense, et Joseph Okito, qui présidait le Sénat, ont été extraits de leur prison un mois auparavant sur ordre des dirigeants du Katanga et suppliciés avant d'être froidement exécutés. Une fois la dépouille de Lumumba retrouvée et le mensonge de Godefroy Monungo éventé, le Conseil de sécurité des Nations Unies saisit la balle au bond. Il décidera, le 21 février 1961, d'autoriser les casques bleus à lancer des opérations destinées à mettre un terme à la sécession katangaise. Les véritables circonstances de la mort de Lumumba seront encore inconnues de Denard lorsqu'il se présente à Joseph Yave. Le ministre de la Défense le reçoit en souriant et lui demande des précisions sur ses états de service. Satisfait, il lui propose un rendez-vous le lendemain pour prendre un poste au QG de la gendarmerie katangaise. L'officier recruteur qui accueille Denard est un Belge qui n'a pas l'habitude de voir des candidats aussi chaudement recommandés par les autorités officielles. Lui demandant son grade, Denard répond officier marinier de 2e classe, en souvenir de son examen passé à Philadelphie. Le major belge, n'ayant pas d'équivalent de son grade dans l'armée belge, le nomme sous-lieutenant. La chance est donc avec Robert Denard qui est propulsé officier. Il essaye d'expliquer à son interlocuteur que ce grade n'est pas celui d'un officier, mais celui-ci coupe court à la conversation et l'expédie sur son nouveau poste sans perdre de temps. Conduit au camp Massard, le QG de la gendarmerie, il se retrouve en tenue de commando avec béret vert, vareuse camouflée, pantalon kaki et Rangers. Pensant être engagé pour maintenir l'ordre, Denard se retrouve conduit au sein d'une unité combattante, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Il se retrouve sous les ordres du major Johnsons qui l'accueille en ami à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi. À ce moment, il trouve Trinquier, l'homme de Paris au Katanga,
qui lui dit ne plus pouvoir collaborer avec les Belges et autres occidentaux, mais laisse sur place le commandant Falk, le capitaine de la Bourdonnais et le capitaine Auger. Ce ne sont que des anciens de l'armée française déçus des guerres de décolonisation d'Indochine et d'Algérie. Denard coiffera le bonnet rouge de parachutiste de Michel Rey et décide de se faire breveter à la première occasion afin de le mériter. Le voilà donc habillé et équipé de manière très disparate, comme ce sera toujours le cas pour lui et ses futurs hommes, surnommés les Affreux. Une fois au QG, Denard parlera avec le lieutenant Dufrane, ancien du bataillon belge de la guerre de Corée, qui lui parlera aussi de Tony de Saint-Paul, qui sert dans la gendarmerie katangaise. C'est un ex-lieutenant de l'armée française qui était alors le héros du jeune Robert et dont un article dans la presse en France avait donné envie à Denard de devenir mercenaire et de rejoindre l'Afrique. Tony de Saint-Paul était donc quelque part dans la région, mais personne ne savait trop où. Robert Denard avait un contrat de 6 mois renouvelable et gagnait alors 13 000 francs belges, soit environ 1300 francs français. Ce n'était rien par rapport à ce qu'il gagnait comme commerçant en France, mais le contrat prévoyait de grosses indemnités en cas de décès. 1 million de francs belges pour son fils Philippe et sa femme restés en France. Ce qui les mettrait, de fait, à l'abri du besoin. Denard, en attendant son affectation qui devait s'opérer 8 jours plus tard, trompe le temps avec une jeune coiffeuse européenne et de belles Congolaises qu'il rencontre dans une boîte et qu'il initie, je cite, à l'amour africain. En débarquant à Kongolo, au nord-est du Katanga, un Belge armé en tenue camouflée vient accueillir Denard et le mène au major de Hucorne. Le nouveau camp de base ne manque pas de confort et le major est logé dans une sympathique villa. Robert Denard y retrouve un homme tout droit sorti de l'ancienne époque coloniale, avec des moustaches en croc, guindé comme un officier de l'armée des Indes. Celui-ci lui explique sa nouvelle affectation sous les ordres du lieutenant Cuvelier et Denard est aussitôt réembarqué par son chauffeur. Les deux hommes traversent des régions dévastées par les combats, où l'on voit des graffitis pro-Tchombe ou pro-Lubumba, ce qui indique bien que la guerre civile touche l'ensemble de l'immense pays. Recouvert d'une poussière rouge soulevée par les roues du véhicule, Robert Denard rejoint enfin le groupe de Cuvelier et, remontant la colonne, il peut observer ses futurs camarades européens et katangais de l'unité. Le chef a une petite moustache et 2 pistolets, l'un à la ceinture, l'autre en holster. Celui-ci lui annonce qu'il sera son second et qu'il aura une section sous son commandement. Les hommes du coin parlent le swahili. Denard commence à découvrir leurs croyances et leurs superstitions, comme le symbole de la compagnie, une sorcière sur un balai, qui est censée protéger les soldats des balles ennemies. Ces hommes, les Baemba, sont des bons, des vétérans de la guerre d'Abyssinie de 1941, où les Belges et leurs auxiliaires congolais ont soutenu avec les Britanniques l'offensive contre les troupes italiennes qui avaient envahi l'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie actuelle, en 1936. Les hommes africains et européens se considèrent là comme des égaux, et Denard se fait peu à peu à la culture africaine, aux mœurs et aux coutumes. Du point de vue militaire, et étant selon ses mots un officier de fortune, il s'est procuré des manuels militaires afin de parfaire ses techniques et connaissances. Le groupe est constitué de 100 gendarmes katangais encadrés par une vingtaine de Belges. Les Belges sont wallons et flamands, et chacun a un compte à régler avec les Congolais qu'ils combattent et considère les Français et les Italiens sur place comme quantité négligeable. Gino, le seul Italien de la compagnie, connaît bien les mœurs du coin. Denard a pris l'habitude de s'adapter aux coutumes locales en Indochine et au Maroc et apprend rapidement. En 15 jours, il est parfaitement adapté à son nouvel environnement et aux hommes de sa section. Les Baemba l'ont adopté et la lutte contre les Baluba sera donc bien mieux menée par Denard. De retour au camp, la vie est jalonnée par les sorties dans les bars de fortune où alcool et femmes sont au rendez-vous. Robert Denard s'éloigne de plus en plus de sa vie européenne. Sa nouvelle femme devient celle du chef et obtient donc les égards du village.
Côté Balouba, on lutte avec des flèches empoisonnées et les gendarmes répliquent par des rafales tirées à l'aveuglette, suivant les ordres du chef de la compagnie, Cuvelier. Là encore, Denard se fait remarquer car il économise le feu de ses hommes, ce dont Cuvelier lui fera la remarque. Le ton monte, Denard tient tête et regrette, mais n'y peut rien, c'est dans sa nature. Mais ce n'est plus l'armée, et il n'y aura aucune suite à cet événement. À la différence de son supérieur, Robert Denard se sent moins enclin à faire la guerre à outrance aux Balouba qu'à entreprendre des actions de pacification de la région. Décidé à jouer cette carte à fond, il a la bonne surprise d'être élu lieutenant et il hérite dans la foulée du commandement du groupe alors que Cuvelier, élevé au grade de capitaine, est appelé à de plus hautes fonctions. Il est vrai qu'il est fils de général. À ce moment-là, Denard choisit une nouvelle tactique. Plus question de faire donner toutes les armes quand le groupe approche d'un campement Moulouba, c'est le singulier de Balouba. Ainsi on dit un Moulouba des Balouba et un Mouemba des Baemba. Après avoir pris l'élémentaire précaution de poster des mitrailleuses en couverture, ces voltigeurs progressent sans tirer vers les cases à contrôler. Le résultat ne se fait pas attendre. Des Balouba qui, jusque-là, refusaient de réintégrer leur village, acceptent d'y revenir. Le lieutenant attelle ses hommes au défrichage d'une portion de savane afin d'en faire une piste d'atterrissage. Achevée en quelques jours, cette aire permet aux petits avions de les ravitailler. C'en est fini de voir s'engloutir dans les termitières géantes une bonne partie des vivres et des munitions qu'on larguait sans parachute. Denard recouvre de vieilles habitudes de la marine française et fait exécuter chaque matin et chaque soir un appel en règle. Ses hommes, le voyant toujours impeccable, finissent par l'imiter. Ainsi, petit à petit, sa troupe se forme à son image et Denard se crée une véritable légende. Le lieutenant entraîne de plus en plus ses hommes à l'écart de la route de Nyunzu et l'adjudant Kabuita, qui semble avoir deviné l'envie de Denard d'en découdre avec l'ennemi, est un vieux soldat revenu de tout. Il est un Mouemba, singulier de Baemba, et même si Denard ne comprend pas toutes ses coutumes, il le respecte et lui obéit quand celui-ci lui a demandé de porter un gris-gris, un bracelet en poil d'éléphant, que lui a donné sa femme congolaise. Le lieutenant s'aperçoit qu'il n'y a pas de grande différence entre ses superstitions et celles de ses hommes, comme passer sous une échelle, ne pas ouvrir un parapluie sous un toit, remettre droit un pain posé sur l'envers, etc. Alors pourquoi refuserait-il à ces hommes d'écouter leurs sorciers, qui savent parler aux arbres et trouvent les clés de l'avenir dans les tripes fumantes des animaux sacrifiés? Un matin, la compagnie quitte le camp de Lengwe peu après 6 heures. Denard a confié sa troupe à ses gradés belges et il se retrouve le seul blanc dans sa section avec les voltigeurs de Kabuita. Il a articulé sa progression en 3 colonnes distinctes d'une vingtaine d'hommes chacune. Afin de parer à toute surprise, il a doté son arrière-garde d'une pièce de mortier léger. Sur la route, il s'éloigne de la mission chrétienne de Mazemba, souvent attaquée et où les pères et sœurs sont aujourd'hui morts ou réfugiés. Certaines religieuses subiront bien pire de la part de leurs ravisseurs. Il arrive, lui et son adjudant Kabuita, dans un territoire traditionnellement hostile depuis des siècles des Baemba, un secteur Balouba-Yamaïs, des pêcheurs de la rivière. Mais Denard, devant l'appréhension de ses hommes, insiste pour progresser et tenter de rallier ces populations à Moïse Tshombe, car il s'agit là des objectifs de sa mission. La végétation très dense est propice aux embuscades et les hommes sont inquiets. D'un coup, des tam-tams retentissent et un village de paillotes apparaît. Denard, l'observant aux jumelles, le juge désert. Cependant, des Balouba apparaissent d'un coup à l'orée de la forêt, armés de lances, d'arcs et de flèches. Certains ont en main un poupou, c'est-à-dire une antique pétoire arrivée en Afrique après avoir servi en Amérique durant la guerre de sécession de 1861 à 1865. Denard tient absolument à éviter un carnage, ce qui empêcherait bien évidemment le ralliement des tribus à Moïse Tshombe.
Les Baluba font face, mais n'ont pas l'air hostiles. Il semble possible de palabrer avec eux. L'adjudant Kabuita se charge du premier contact, en swahili. Le chef Baluba sort des rangs, plein de tatouages et de peintures rituelles. Il y a des insultes, mais la discussion se poursuit. Kabuita annonce à Denar que la discussion est dorénavant entre Baluba et Baemba. Les tensions semblent s'apaiser et les hommes commencent à déposer leur pactage. On échange alors du vin de palme et les Baluba se lancent dans une danse guerrière. Kabuita s'approche alors de son lieutenant et lui dit que l'affaire va se régler à la machette. Denar, entraîné malgré lui dans une transe incontrôlable et un état second, retire sa veste de treillis et, poussé par un instinct primitif, se barbouille la poitrine debout. À ce stade de notre histoire, Robert Denar est réellement devenu un meneur d'hommes. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment cet homme hors du commun a poursuivi son aventure au cœur du continent africain. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à l'indiquer en commentaire et surtout à vous abonner afin de ne pas manquer la suite.